Il y a bien des années que je n'ai pas vu Rabat. Je l'ai complètement perdu de vue ces temps derniers. On dit qu'il passe le plus clair de son temps à Alger, mais je n'en sais pas davantage sur lui. Avec Nadia, nous avons souvent souhaité avoir de ses nouvelles. Pour ma part, j'étais très curieux de savoir ce qu'il devenait. Notre pays est en pleine guerre et je suis convaincu qu'il s'était au mieux mis à l'écart des événements et au pire d'accord avec tout le monde. Je conçois mal en effet que Rabat puisse s'allier avec le FLN. Cet homme est aussi nationaliste que peut l'être le cuir de son portefeuille. Mais je me garde bien toutefois de préjuger de ses capacités. Il connaît l'art de se défaire d'une idéologie aussi parfaitement que celui d'endosser des habits neufs. C'est donc pour nous une énorme surprise que de le voir arriver chez nous. Ma femme revient à peine du sanatorium et c'est pour elle un grand plaisir. À sa mine réjouie et aux cadeaux qu'il offre aux enfants, je comprends que ses affaires sont prospères. Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi heureux de vivre. Souvent, la coutume, nous lui cédons notre chambre et il s'installe comme chez lui. Étant donné qu'il est toujours égal à lui-même, il ignore sa fille, sauf pour lui ordonner de lui préparer à manger. Ensuite, il ne s'occupe que de l'aîné de nos fils. Lorsqu'il sera un homme, j'en ferai un ambassadeur, aime-t-il à me répéter. Il va jusqu'à le conduire à l'école et à le récupérer à la fin des cours. Un sacré changement chez lui. Le dimanche, ma femme invite toute la famille à déjeuner en son honneur. Lors du repas, j'ai l'impression de me retrouver au Douar. Tous les membres de la famille le craignent autant que là-bas. Aucune femme n'ose se montrer durant tout le repas. Il a mis mon fils à ses côtés et agit exactement comme si nous étions ses invités. Rabat ne prononce aucun mot sur ses activités, pas plus que sur les raisons de son voyage en France. Mais il parle beaucoup de ses dernières acquisitions. Bien entendu, personne n'ose l'interrompre, et encore moins le contredire. Nous étions au Douar. En revanche, il montre un intérêt tout particulier à notre situation financière. Il nous a tellement habitués à réagir avec un esprit rapace qu'il nous coupe le souffle en disant à Ahmed: « Ce n'est pas une affaire que tu tiens, c'est un souk. De combien as-tu besoin pour travailler sérieusement ?» Je ne sais pas, mon oncle, lui répond Ahmed, qui est entré depuis longtemps dans notre famille. Il y aura un hôtel de meilleur rapport à acheter, mais il est vraiment hors de mes moyens. Comment? Tu ne sais pas? Tu dois toujours savoir ce qu'il te faut pour développer ton affaire. Tu m'entends? Toujours. On ne fait pas des affaires avec des si et des à peu près. Ce n'est pas important aujourd'hui, car je suis là. Mais à l'avenir, il faut être sûr. Tu as négocié le prix avec le propriétaire? Non, mon oncle, il a fixé son prix et n'entend pas marchander. Et c'est quelqu'un de ma famille qui parle ainsi? Dans la vie, tous marchandent, surtout quand c'est cher. Tu m'amèneras le voir demain matin. Tu apprendras combien le marchandage est facile. Bien, mon oncle. Et vous autres, dit-il en s'adressant au rouquin et à Samir, quand allez-vous vous décider à ouvrir un commerce? Nous n'avons pas d'économie, mon oncle, répond le rouquin. Vous êtes en France? Vous n'avez pas d'économie? C'est impossible. C'est la vérité, mon oncle, poursuit Samir. Le peu qu'il nous reste est envoyé à la famille. Je comprends, je comprends. C'est bien de ne pas oublier la famille. Vous êtes des braves garçons. Le lendemain, comme convenu, Rabat donne sa magistrale leçon de commerce. D'après Ahmed Médusé, il achète l'hôtel en question la moitié du prix exigé par le propriétaire. Voilà, lui a-t-il dit. Maintenant, tu as compris de quelle façon fonctionnent les affaires. Lorsque tu négocies, il n'existe qu'une seule et unique règle valable. Tu dois te dire que celui qui est en face de toi est une personne qui a le couteau sous la gorge. Autrement, les transactions commerciales n'auraient pas lieu d'être.
Dès aujourd'hui, tu peux passer aux choses sérieuses. On devient riche, non parce qu'on est plus malin que les autres, mais parce qu'on est plus rapide qu'eux. Rabat a acheté l'hôtel à son nom, comme il se doit, mais il en laisse la jouissance à la famille. Que cela ne change rien à vos habitudes, a-t-il dit à Ahmed. Vous n'en avez rien à me payer. Tout ce que je vous demande, c'est de bien entretenir l'immeuble. Pour le reste, fais comme s'il t'appartenait. C'est une formule équitable, tout le monde y trouvera son compte. Si tu t'en tires bien, tu ne le regretteras pas. J'en achèterai un meilleur et tu seras mon associé. Lorsque nous sommes seuls, il me questionne beaucoup sur mes activités militantes. Il ne me donne pas l'impression de s'intéresser à la situation du parti à Marseille. Il est davantage passionné par les règlements de compte et les détails sordides de mes interventions. Durant nos entretiens, je note qu'il a acquis une assurance politique que je ne lui connaissais pas. Dans le temps, il ne parlait pratiquement pas de politique. Il exprimait toujours des opinions sans la moindre consistance. Il laissait entendre qu'il était d'accord avec tout le monde, mais qu'il refusait d'accepter les points de vue par trop radicaux. Cette fois, il est davantage engagé, certainement plus en tout cas que ce qu'il exprime. À vrai dire, je suis prêt à parier qu'il est parvenu à se hisser très haut dans la hiérarchie du FLN. S'il consent à me dire qu'il part en voyage d'affaires pour la Suisse, j'entends bien par là que ce n'est pas pour ses affaires personnelles. En me montrant subrepticement son passeport italien, il désire sans doute me signifier l'importance de sa situation dans le parti. Mais il aurait pu me montrer un passeport chinois, que je n'aurais pas été plus avancé quant à la nature de ses fonctions. Pour moi, l'horizon du mouvement s'arrête au niveau de la base. Et encore, j'en aperçois qu'une infime partie, celle qui concerne mon secteur d'intervention. En réalité, je ne suis certain que d'une chose. Rabat transporte avec lui de l'argent, beaucoup d'argent. Enfin, et ça me paraît important, je remarque qu'il a évolué du tout au tout dans sa manière de parler français, dans son comportement et dans la gestion de son emploi du temps. En un mot, il survole les situations à la manière d'un homme qui est imprégné de l'immense pouvoir que procure l'argent. J'ai l'occasion de l'accompagner à plusieurs reprises au centre-ville, et c'est là que je constate l'ampleur de ces changements. Il n'y a pas de doute, c'est bien un autre homme qui m'invite au restaurant. Il me fait penser au banquier. Monsieur Soletti, tant il est à l'aise dans son nouveau personnage. Il ne cherche pas à se faire valoir en annonçant sa fortune. Au contraire, il ne parle plus d'argent au restaurant. D'autre part, il a troqué son hypocrite penchant pour l'alcool contre une attitude raisonnée. Sur bien des points, Rabat est méconnaissable. Ainsi, pendant les longues heures que nous passons ensemble, il ne me parle pas du douar. J'ai l'impression qu'il évite le sujet. Les premiers temps de son séjour, j'ai essayé vainement de lui soutirer quelques informations sur la situation du douar. Rabat ne voulait pas en parler. Pourtant, je me demande ce qui peut le gêner. Le douar a connu des heures noires. Des femmes ont été violées, des hommes ont été torturés, et le vieil Omar a été tué. Les exactions doivent sans doute se poursuivre, et Rabat ne souhaite pas nous renseigner. Il est muet comme une tombe. Peut-être a-t-il des remords de ne pas avoir pu éviter ce désastre. En vérité, j'en sais rien. La veille de son départ pour la Suisse, il m'invite une dernière fois au restaurant. Dès que nous sommes installés à table, j'ai cette fois-ci la sensation de retrouver l'ancien Rabat. « Tu veux boire du champagne ?» me demande-t-il. « Comme tu veux, mon oncle. Ce soir, j'ai envie de boire du champagne. Du bon champagne. » Il appelle le serveur et commande une bouteille. « Tu es le seul membre de la famille
avec qui je peux boire de l'alcool, me dit-il en me servant une coupe. Nous sommes musulmans et on boit de l'alcool. Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, mon oncle. Si c'est là le moyen de reconnaître les croyants, ce serait trop facile. Tu as raison. Pendant l'époque héroïque de notre civilisation, c'est-à-dire à l'âge classique de l'islam, d'illustres poètes furent des buveurs invétérés. On leur doit les plus beaux poèmes que la terre ait entendus. À l'époque, nous étions des conquérants, des savants, des écrivains, bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, on se bat pour notre indépendance. Si nos ancêtres nous voyaient, ils ne seraient pas fiers de nous. Il faut dire qu'il y a de quoi se sentir triste. Heureusement que nous essayons de sauver la face en luttant pour notre indépendance, sans quoi nous n'aurions qu'à nous cacher comme une femme. Notre société, notre propre prophète, et ceux qui ont eu l'intelligence de suivre son enseignement, savaient que le strict respect des obligations religieuses était destiné aux petites gens, à ceux qui ont besoin d'une discipline rigoureuse, car ils ne comprennent pas grand-chose à la vie en société. Le respect scrupuleux des obligations religieuses n'est en réalité réservé qu'aux humbles, afin d'ordonner leur vie et leur simple esprit. C'est la même chose dans toutes les religions, mais la nôtre est la plus raffinée et la plus achevée de toutes. La vie est peuplée de gens médiocres. Il est normal que ces gens soient tentés de vivre en hommes primitifs. Pour eux, la religion est un salut, une faiblesse de Dieu à leur égard. La religion leur permet de s'élever de leur bassesse. Elle éclaire leur ignorance. Mais pour les vrais hommes, des hommes tels que nous pourrions presque nous en passer. Nous comprenons les nécessités de la vie et nous cherchons à améliorer notre sort. Grâce à notre intelligence, nous progressons de jour en jour, tandis que les autres sombreraient dans la barbarie sans notre présence. Je connais des chrétiens qui partagent mon point de vue. C'est d'ailleurs normal, les grands esprits finissent toujours par se rencontrer. Nous terminons la première bouteille de vin lorsqu'il cesse de m'entretenir de sa conception de la religion. Après quoi, la deuxième bouteille lui sert à me démontrer que dans le monde arabe, les Algériens sont sans conteste les plus évolués. Pour les besoins de la cause, il s'engouffre tête baissée dans des démonstrations pour le moins tortueuses. J'ai le sentiment qu'il se fait une idée très personnelle de l'Algérie. Je dois avouer que c'est tout à fait le genre d'interrogation qu'il ne me serait jamais venu à l'esprit. Je sais pertinemment qu'il est malsain de vouloir comparer les peuples et les cultures, car on finit toujours par sombrer dans le ridicule. Hormis ces préjugés à l'emporte-pièce, Rabat exprime en fait un sentiment général, celui résultant du développement de l'identité algérienne. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant cela me saute aux yeux. Je me souviens que beaucoup de frères du parti s'amusent souvent à comparer les Algériens à d'autres pays, surtout aux pays arabes frères. En tout cas, il est de bon ton de trouver une identité originale et supérieure à celle des voisins. Il s'ensuit parfois des errements aussi fantaisistes que comiques. Néanmoins, il est exact que la tendance à vouloir se démarquer n'est pas marginale au sein des militants. À la troisième bouteille, il laisse en plan les problèmes de l'humanité pour glisser vers des préoccupations d'un intérêt plus personnel. Il aborde l'état de la famille et la situation au Douar. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.